On se pose énormément de questions depuis que l'on sait que l'invraisemblable s'est produit. Un pilote se retournant en quelque sorte contre son propre appareil. Paradoxalement, le cockpit est-il devenu un maillon faible dans la sécurité des avions? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Éric de Rivry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord chez Air France depuis 15 ans et vous présidez le syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL. Je voudrais qu'on revienne tout de suite sur ces informations qu'on donnait en ouverture du journal de 7h qui concernent l'état psychologique du copilote. Le jeune homme était donc dans un état de dépression grave. Il y a 6 ans, lors de sa formation, il a été placé en psychiatrie à cause d'attaques, de peur, de crises de panique. Ma question est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les pilotes sont suffisamment suivis psychologiquement ? Alors, les pilotes sont suivis sur le plan médical. Une licence, pour pouvoir exercer les privilèges d'une licence de pilote de ligne, il faut une aptitude physique et mentale. Cette aptitude, elle est vérifiée tous les ans. Tous les ans, il y a des tests physiques et psychologiques. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a une visite médicale avec un certain nombre, une batterie d'éléments purement physiologiques. Et il y a une conversation avec un médecin qui permet d'évaluer, mais effectivement, extrêmement rapidement, l'état général d'un individu, qu'il soit physique ou mental. Il n'y a pas proprement parlé de suivi psychologique. Néanmoins, au-delà de ces visites médicales, je rappelle quand même que nous sommes contrôlés dans les simulateurs tous les 6 mois et en vol tous les ans. Ces contrôles sont faits par des instructeurs, des contrôleurs qui mesurent non seulement les compétences techniques, mais aussi qui regardent comment on travaille en équipage, le leadership, le travail en équipage, la capacité à prendre des décisions. Et à l'intérieur de cet examen, il y a bien évidemment un élément de relations humaines et on peut détecter des comportements difficiles, on va dire. Et est-ce que vous êtes formé à gérer le pétage de plomb éventuel d'un collègue qui serait assis à côté de vous? Est-ce que ça fait partie des simulations que vous faites, des formations que vous avez ou pas du tout? Non, pas spécifiquement. A priori, forcément, on se dit notre collègue n'a pas de souci particulier. Première règle, quand on se sent en incapacité de faire un vol, on ne doit pas le réaliser. Ça, c'est la première règle. Ensuite, on n'est pas forcément le plus lucide pour le savoir. Absolument, à titre individuel. Mais il y a quand même l'autre qui est là, l'autre membre d'équipage, le commandant de bord si c'est le copilote si c'est le commandant de bord, qui est là lors de la préparation des vols, lors de la préparation de l'avion, pour regarder comment fonctionne son collègue, si tout va bien. Puis les échanges qui sont au-delà du cadre professionnel, qui peuvent être des échanges privés, permettent de jauger comment se sent l'autre. Et si jamais il y a un doute, on peut effectivement en parler à l'autre et puis surtout se retirer et demander à ce qu'il soit remplacé. Et vous avez l'impression, vous, que les compagnies sont assez vigilantes? Est-ce qu'avant le drame qu'on a connu mardi, c'est un sujet qui était régulièrement abordé, ça, ou pas du tout? Ou vous tombez de l'armoire un peu comme tout le monde en découvrant ce qui s'est passé? Non. On tombe tous un peu de l'armoire, hallucinant, extraordinaire. Enfin, les mots qui viennent, on a du mal finalement à les trouver, tellement cette situation est inédite. C'est quand même un accident singulier, la première fois dans le monde occidental où l'on voit quelque chose, encore une fois, si c'est avéré un comportement suicidaire, voire même meurtrier, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc il faut aussi le remettre dans un contexte. En novembre 2013, notamment au Mozambique, le copilote frappait désespérément à la porte. Là, c'est le pilote qui avait précipité l'avion. Il y a eu 33 morts. Je l'ai dit, dans le monde occidental, mais voilà. J'avais cette restriction-là. Bien évidemment, il y a eu 3 ou 4 événements qui ont été identifiés comme étant la résultante d'un phénomène de suicide. Alors, on s'aperçoit qu'en voulant sécuriser au maximum le cockpit des avions, ça c'est l'après-11 septembre, on les a en fait rendus incroyablement vulnérables, ces cockpits. Est-ce que vous pensiez qu'un scénario pareil était possible ? L'arrivée des cockpits en Europe, rendue obligatoire par les règles européennes, c'est l'après septembre 2001. Ça, c'est une évidence. Ça répond à une menace. À chaque fois que dans l'aviation on a une menace, quand il y a souvent et malheureusement un incident grave ou un accident, on met en place des parades. La porte du poste blindée, verrouillée, c'était une parade contre une intrusion de la cabine vers le cockpit. Aujourd'hui, on identifie, mais encore une fois, je le répète, événement singulier, la possibilité qu'un membre d'équipage se retrouve à l'extérieur du cockpit sans qu'il puisse de nouveau rentrer. Donc il faudra réfléchir, pas dans l'émotion, avec une réflexion de moyen terme, on va dire, il faudra réfléchir aux mesures qu'il conviendra de mettre en œuvre pour faire face à cette nouvelle menace. Il y en a qui sont prises très vite. EasyJet annonce dès ce matin, il y aura tout le temps en permanence 2 personnes dans le cockpit. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est souhaitable pour Air France, par exemple? Alors, réaliste, bien évidemment que c'est réaliste. Il y a un certain nombre de compagnies en Europe, Finnair, qui l'appliquaient déjà, aux États-Unis, United, à ma connaissance. Maintenant, je vous le dis, attention à prendre des mesures qui sont soit des mesures pour répondre à une attente et une inquiétude, allez, je vais le dire grand public, mais qui pose d'autres questions. Le membre d'équipage supplémentaire qui va être présent, il ne s'agit pas de remplacer une hôtesse ou un steward, ne sont pas en capacité de remplacer un pilote. Moi, on peut me mettre dans le cockpit, si le pilote ou le copilote qui est dedans fait une manip pour faire descendre son avion, je ne le vois pas, je ne comprends rien. Absolument. Vous voyez que
on trouve des réponses, mais qui sont partielles, en tout cas qui posent d'autres questions. Et est-ce qu'il faut travailler à des dispositifs qui permettraient de prendre le contrôle d'un avion à distance? Est-ce envisageable? Est-ce que ce serait raisonnable? On sait que certains y travaillent déjà, techniquement. Alors déjà, des avions sans pilote, ça s'appelle des drones. C'est acceptable dans un monde militaire. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable dans un monde civil. A priori, le pilote, en tout cas le cerveau humain, à deux, est capable de répondre à l'ensemble des situations complexes auxquelles il peut être confronté. Un système automatique ne l'est pas. Par ailleurs, une prise de contrôle à distance pose le problème de qui prend le contrôle. Et du piratage éventuel du nouveau dispositif. Absolument. Vous voyez comment les informations sur la position des avions, sur les mouvements des avions sont aujourd'hui sur la place publique ou presque. Des sites internet permettent d'avoir la position de tous les avions. Il faut être extrêmement prudent sur la capacité de prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre d'un avion à distance. J'ai une dernière question, Éric de Rivry. Comment a-t-on pu laisser voler ce copilote alors qu'on connaissait son dossier médical? Je rappelle que c'est ce que dit la presse allemande et ce qui est en partie confirmé par la Lufthansa ce matin. Comment a-t-on pu le laisser voler? Alors, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se peut que dans la vie d'un individu... Et vous pouvez être assis demain à côté d'un personnage pareil. Tout à fait, tout à fait. Je n'évacue pas d'un revers de la main cette question. Je dis simplement que je ne suis pas un spécialiste, mais en revanche, il est acceptable dans toute situation d'une vie professionnelle d'un être humain d'avoir des moments de difficulté. Donc on ne peut pas dire que parce qu'à un moment on est en difficulté, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ce n'était pas le cas pour l'OPL en question, le copilote en question, mais c'était plus récent. Mais il est acceptable qu'il y ait des moments de difficulté, soit psychologiques, soit physiques, que la licence soit suspendue. Mais derrière, il y a des examens normalement et un suivi qui permet de s'assurer que la personne est apte à voler. Voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que ce suivi et cet examen le rendaient apte à voler? Voilà, c'est l'enquête évidemment qui devra le déterminer. Merci Éric de Rivry d'être venu en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, commandant de bord et président du syndicat national des pilotes de ligne chez Air France. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.